l'accord cadre d'Addis Abeba et le processus DDR. L'inspecteur de la Fédération africaine de football chargé de la sécurité a éclairé la lanterne sur le problème du clé électronique qui se poserait dans les vestiaires du tout-puissant Mazembe. Antenne A, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le ministre RD congolais des Affaires étrangères Tshibanda Ntunga Mulongo a exposé jeudi 29 mai 2014 au Sénat sur le projet de loi pour la ratification éventuelle de l'accord de coopération économique et technique entre Kinshasa et Séoul. Les domaines sont divers et variés, notamment l'agriculture, les infrastructures de base, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans Momat et Blaise Lunda. Tshibanda a été devant les sénateurs pour solliciter l'aval en vue de la ratification éventuelle d'un accord de coopération économique et technique entre Kinshasa et Séoul. Jeudi 29 mai, les sénateurs ont débattu de la nécessité de cet accord étant donné que la RDC aspire à l'émergence. Nous avons déjà avec la Corée un certain niveau de coopération, mais que cet accord a été négocié et signé au moment du passage dans notre pays du président de la Corée. Cela avait été considéré comme une opportunité à saisir pour intensifier et diversifier notre coopération, lui donner une nouvelle dimension, et que dans tous les cas, ce qui se fait déjà de manière, je dirais, un peu éparse, devait être encadré. Et il fallait mettre en place un accord général, établir un cadre général de coopération avec les instruments qui sont habituellement de mise pour organiser la coopération entre les États. Et c'est notamment la mise sur pied de manière formelle d'une commission mixte. Dans l'ensemble, la Corée du Sud, qui n'a rien dans son sous-sol, passe pour un exemple. Séoul a su promouvoir en priorité l'éducation, les volontariats et les résultats sont probants. Avec la RDC, la Corée du Sud entrevoit matérialiser plus d'un projet dont la construction d'un port en eau profonde à Banana, au Bas-Congo. Une première réunion d'information et d'échange sur la mise en œuvre des engagements souscrits par la République démocratique du Congo au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba a regroupé jeudi 29 mai 2014 le forum de chefs des missions des États membres de la SADC et les responsables du mécanisme national de suivi MNS, l'évaluation de la mise en œuvre de cet accord et la mise en application du processus de démobilisation, désarmement et réinsertion en République démocratique du Congo ont été abordés. Sylvie Fortuné, Mboula et Précieux Mangonzoï. Au cours de cette réunion d'échange et d'information, le chef des missions des États membres de la SADC, accrédité auprès de la République démocratique du Congo, se sont félicités de l'exposé de la partie congolaise concernant les évolutions de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, de la mise en application de la déclaration de Nairobi ayant consacré la défaite du 1-23 et la mise en application du processus DDR en République démocratique du Congo. We as SADC, nous, en tant que SADC, are satisfied by the briefing from the government. Nous sommes satisfaits par l'exposé qui nous a été fait par le gouvernement. That the agreement is fully implemented. Que the progress that has been made. On nous a aussi fait un exposé et sur les progrès qui ont été réalisés. And we are fully satisfied that progress has already been made, and we will do our level best at least to see that agreement is fully implemented. Et nous sommes entièrement satisfaits que les progrès ont été réalisés et nous, pour notre part, nous ferons de notre mieux pour s'assurer que l'accord cadre est entièrement mise en application. La partie congolaise, qui a été composée du coordonnateur du mécanisme national de suivi François Mamba, le haut représentant du chef de l'État au mécanisme régional de suivi, le général Denis Kaloumé, de l'ambassadeur itinérant de la RDC en charge de la SADC, est satisfaite et a remercié le pays membre de la SADC pour leur implication dans la recherche de la paix en RDC, en particulier à la Tanzanie, à la Namibie et au Zimbabwe, pour avoir fourni en troupes la brigade spéciale d'intervention de l'ONU.
Le monde entier célèbre ce jeudi 29 mai 2014 la journée internationale de casque bleu de l'Organisation des Nations Unies. Thème retenu, une force pour la paix, une force pour le changement et une force pour l'avenir. L'occasion a été belle pour honorer la mémoire de 3200 casques bleus qui sont morts en voulant protéger la vie des autres. Suivez ces commentaires de Nadia Koulemfouka, Anne-Marie Ossit et Hugues Moussanguilaï. Cette journée a été instituée par les Nations Unies en vue de rendre hommage aux casques bleus pour leur professionnalisme et leur dévouement ainsi que leur courage dans les opérations de maintien de la paix dans le monde. Ce qui constitue l'un des outils principaux de la communauté internationale pour gérer les crises complexes qui menacent la paix et la sécurité internationale. Au péril de leur vie, ces personnels militaires de l'ONU aident à stabiliser les communautés et promouvoir l'état de droit, partout où les besoins se font sentir et les devoirs les appellent. Et nous sommes prêts à apporter tout le soutien nécessaire au processus de réforme initié par le gouvernement. Notre combat, c'est celui de l'espoir contre la douleur. Nous le gagnerons. Au nom de ces enfants et toute la jeunesse, je voudrais lancer un message clair. Il faut cesser le combat. Et je ne veux jamais tolérer le recrutement d'enfants soldats dans les groupes armés. Le gouvernement de la RDC a notamment salué les efforts déployés par les casques bleus des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. Il convient de saluer ces vaillants soldats, ces hommes épris de paix et de justice qui ne ménagent aucun effort, allant même jusqu'au sacrifice suprême pour concrétiser ce noble idéal, afin que règne partout et à travers le monde un climat de paix, gage de tout développement durable. Il faut dire que plus de 116 000 casques bleus, hommes et femmes, continuent à servir dans les 16 opérations de maintien de la paix déployées dans le monde. À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans la partie orientale de la RDC, le général Abdallah Wafi, l'adjoint de Martin Kobler, a réuni tous les casques bleus au quartier général de la mission onusienne pour célébrer cette journée internationale. Pascal Moulegua nous en dit plus. Il était encore 10 heures lorsque les casques bleus de la MONUSCO, autorité onusienne et celle de la province du Nord Kivu, ont affoulé le quartier général de la MONUSCO à Goma en marge de la commémoration de la journée internationale des casques bleus. Les premiers à prendre la parole, Maître Feller Moutaïchi Wamulaha, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, a salué le travail abattu par les casques bleus de la MONUSCO aux côtés des FARDC, artistes de la totale chute de la rébellion du M23. Le général Abdallah Wafi, lui de son côté, a rendu hommage aux vaillants soldats de la paix tombés sur les champs des hostilités et dont le dernier en date est celui de Dick Yohan, soldat du continent Alaouite. Du côté de la ville population de Goma, il a été reconnu l'implication du casque bleu dans des travaux communautaires et développement social des populations riveraines. Mais beaucoup reste à faire au champ des batailles, ont fustigé certains. C'est par des prestations culturelles et défilés militaires qu'a chuté cette cérémonie dédiée au casque bleu. Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. Justement, à la lumière du thème retenu pour célébrer les casques bleus en 2014, à savoir une force pour la paix, une force pour le changement ainsi qu'une force pour l'avenir, les Nations Unies se modernisent à cet effet afin de relever le défi de paix et de sécurité à travers la planète. Magali Sissi. Les Nations Unies rendent hommage pour le professionnalisme de ces hommes des troupes en chaque 29 mai, une manière pour elles de saluer la mémoire des plus de 3200 casques bleus de l'ONU qui ont perdu la vie au service de la paix à travers le monde. Le Conseil de sécurité avait établi au cours de l'année 2014 de nouvelles missions au Mali et en République centrafricaine pour mettre fin aux crises complexes qui menaçaient la paix et la sécurité internationale. Ces missions étaient de veiller à ce que le maintien de la paix soit un moyen noble de sauver des vies, car le déploiement sur base de ces missions s'effectue chaque année dans plusieurs pays et ses territoires. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué en marge de cette célébration la mémoire des combattants de l'ONU qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la paix et la solidarité des peuples du monde. Cette année, un concert de solidarité au casque bleu est prévu pour magnifier la paix, le changement pour un avenir paisible à travers les nations.
Les casques bleus ne sont pas loin de la police et dans le but de renforcer les capacités des policiers dans les secteurs de la justice, un atelier a été ouvert jeudi 29 mai 2014 par le ministère de la Justice et des Droits humains en RDC. L'objectif est de sensibiliser les OPJ à connaître davantage le droit des personnes privées de liberté. Suivez ces commentaires signés par Patricia Molengo Mbolekuni. Après avoir fait la ronde dans différents lieux de détention de communes de la ville de Kinshasa, la vice-ministre de la Justice et des Droits humains, Mme Magui Sakina Binti, a présenté l'état de lieu de ce cachot. Parmi les problèmes rencontrés sur place, il y a notamment des irrégularités dans la détention de prévenus. D'où l'importance de cet atelier organisé à l'intention des OPJ en vue de le sensibiliser au respect de droits de personnes privées de liberté. Il a été relevé que les billets d'écrou sont griffonnés sur un simple papier duplicataire en lieu et place d'un procès verbal de saisie des prévenus ou d'un mandat d'arrêt provisoire. Les délais légaux de garde à vue largement dépassés, des infractions mal qualifiées, des personnes sont détenues pour des cas bénins, tels une dette de 400 francs congolais. Cette formation va permettre aux OPJ d'avoir assez d'outils pour bien faire leur travail dans le strict respect des droits de l'homme. C'est un message fort du gouvernement pour lutter contre les pratiques en marge de la loi par le renforcement des capacités de contrôle des chefs hiérarchiques de la police nationale pour consolider les acquis d'un État des droits. 4 thèmes seront débattus au cours de cet atelier qui va déboucher à la mise en place d'un comité de suivi, ceci dans le but de faire appliquer la loi sans verser dans de dérapages et abus. Un sculpteur de talent, Maître Liolo, a présenté mercredi 28 mai 2014 son trophée d'homme des cultures remporté en Chine au Premier ministre RD congolais Matata Ponyo au salon de la primature à la Gombe, Jean-Louis Miasukama et Patrick Borel Mukendi. Maître Liolo à la primature. Pas pour dévoiler les œuvres sculptées, mais plutôt pour présenter au Premier ministre Matata Ponyo son trophée d'homme des cultures glané en Chine. Je crois qu'il était tout à fait normal que je vienne présenter ce trophée au chef du gouvernement et le Premier ministre Matata Ponyo. Il est le chef du gouvernement parce qu'il est pour tout le monde, il aime beaucoup la culture. Mais cela ne veut pas dire que je ne verrai pas le ministre de la Culture et que j'ai déjà vu, mais j'aurai l'occasion de le voir après encore ici, et mon ministre de tutelle qui est le ministre de l'enseignement supérieur. Donc je crois que c'est tout à fait normal, un bon patriote que je suis, que je puisse faire ce geste. Et surtout que le gouvernement m'avait beaucoup aidé. Le premier a eu des mots justes à adresser à ces sculpteurs de renom en RDC. Le numéro 1 du gouvernement s'est réjoui de constater que sur les 10 nominés, Maître Liolo était l'unique Africain des surcroît congolais. Un motif de fierté pour la RDC qui cherche à se repositionner au vu des potentialités qu'elle regorge. La culture, il en a été également question pendant la semaine française qui va clôturer sa porte demain, vendredi 30 mai 2014 à Kinshasa. Marie-Christine Saragosse, PDG du groupe France Média Monde, a pris une part active à ces assises. Jeudi 29 mai, elle a été reçue en audience par Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, pour faire le point du paysage médiatique en République démocratique du Congo et d'autres projets de coopération. Patricia Amouli. Marie-Christine Saragosse, PDG du groupe France Média Monde, a échangé ce 29 mai avec le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda sur les paysages médiatiques en République démocratique du Congo. Bien, nous avons un petit peu résumé notre visite depuis notre arrivée ici en RDC et en particulier notre compréhension des enjeux du paysage audiovisuel congolais, puisque nous avons eu la chance, dès notre arrivée, de participer à une table ronde sur ces questions. C'est qu'on a un paysage extrêmement foisonnant,
avec pas moins de 600 radios sur tout le territoire de RDC, 500 chaînes de télévision, que ça pose évidemment des questions de financement des médias par rapport à un marché publicitaire qui est ce qu'il est. Elle était accompagnée des directeurs de RFI, Madame Cécile Mégy, son adjoint Yves Rocle, en charge de l'information Afrique de France 24, Marc Saïkali, et Monsieur Jean-Marc Belchier, directeur du développement Afrique. Et donc nous avons pu aborder à la fois le pourquoi de notre visite autour de la couverture de la semaine française avec les enjeux économiques et le dynamisme économique de la RDC, avec beaucoup de délocalisation d'émissions de France 24, de RFI. Et puis nous avons aussi abordé la question de la formation et de la coopération entre notre groupe et les médias de RDC. Voilà, on a fait un tour d'horizon général de ces questions avec le ministre des Affaires étrangères. La délégation du groupe France Média quitte Kinshasa pour Paris avec une note de satisfaction. 13 à 15 milliards de dollars américains pour organiser la Coupe du Monde pour l'édition 2014 au Brésil du 12 juin au 13 juillet. L'ambassadeur de ce pays à Kinshasa, Paolo Ushoya, a évoqué cet événement mondial lors de la journée d'information organisée ce jeudi 29 mai au siège du journal L'Observateur, situé sur l'avenue Colonel Ebea à La Gombe. Nadia Koulenfouka et Blaise Lunda. Le Brésil va organiser en 2014 la phase finale de la Coupe du Monde de football pour la deuxième fois. Accrédité à Kinshasa, l'ambassadeur du Brésil, Paolo Ushoya, a visité jeudi 29 mai les sièges du journal L'Observateur à Gombe. À l'occasion, il a évoqué les préparatifs de cet événement mondial qui aura englouti 13 à 15 milliards de dollars pour fêter les ballons ronds à l'échelle planétaire. Depuis mon arrivée il y a un an, nous étions déjà sur l'égide de la Coupe du Monde. On sait que le Brésil siège la Coupe du Monde il y a 7 ans. Et à partir de mon arrivée en RDC, partout où je me suis déplacé, les autres autorités du gouvernement, même le président de la République, les premiers ministres, lors de mes rencontres avec eux, et la population, et les amis congolaises et congolais, partout où je me déplace, toujours des références très positives à la Coupe du Monde au Brésil et surtout à l'équipe nationale. Donc malheureusement l'équipe de la RDC n'est pas présente à cette Coupe du Monde, mais je pense qu'une grande partie de la population congolaise a donc décidé de soutenir l'équipe brésilienne. Les anciens du Léopard, dont les Congolais Kalambay et autres journalistes, ont eu le bonheur d'apprendre que déjà plus de 3 millions de billets ont été vendus et près de 32 milliards de personnes vont suivre le match de cette Coupe du Monde 2014 au Brésil. Les artistes de hip-hop, R&B et jazz ont eu un atelier de formation jeudi 29 mai à l'hôtel Invest de la République démocratique du Congo. Cet atelier leur a permis d'avoir quelques notions d'utilisation de certains instruments de musique avec le groupe Clark & CO, venu de la France, groupe qui va du reste se produire du 31 mai au 1er juin 2014 à plusieurs endroits dans la capitale Kinshasa. Patricia Bassois. La musique comporte différents styles et pour l'améliorer, il nécessite une symbiose entre les artistes qui l'exploitent. C'est le but de cet atelier organisé par Paul Ngoï Leperc dans le cadre de Jazz Kiff. Les artistes de la RDC ont une richesse qui mérite d'être exploitée. Le groupe Clark & Co l'a découvert. Et c'est Paul Leperc qui nous a proposé de venir faire ce partage avec les artistes du coin. Et au début, on a juste montré les différents morceaux de ce qu'on faisait en fait pour pouvoir montrer notre univers, voilà ce qu'on crée. Et puis après, on a eu le plaisir de partager un peu sur nos sons et un peu sur leurs sons. Et de créer, on a réussi à créer une bonne ambiance, une bonne énergie. Et on a pris beaucoup de plaisir. Je pense qu'on aurait pu jouer comme ça pendant quelques heures encore, quoi. Le groupe Clark & Co est à Kinshasa pour la première fois et son style est axé sur le jazz et le hip-hop. Bon, on a Steph qui utilise beaucoup des samples de la musique du monde et parfois de la culture africaine. Et donc, en fait, en fin de compte, même si on joue pas de la même manière, on a vite trouvé un rapprochement. Et ça a bien marché, donc je pense qu'on va pouvoir s'enrichir encore, faire des guests, inviter des gens avec nous. Voilà, c'est le but aussi de ce voyage, quoi.
Pour les amoureux de la bonne musique, le groupe Clark & Co jouera à la première partie du concert de Youssoufa à la Halle de la Gombe ce 30 mai, le 31 mai pour la première partie de l'Okwakanza et le 1er juin, il se produira au Festival de Percussion avec Paul Leperc. Après le derby du week-end dernier qui a opposé le tout-puissant Mazembe au V-Club à Kamalondo, le chargé de la commission de la sécurité à la Confédération africaine de football, Souleymane Magasuba, avait animé lundi un point de presse à Lubumbashi pour éclairer l'opinion sur le fameux phénomène de la clé électronique qui se trouverait dans le vestiaire qu'utilisent les équipes visiteuses. Propos recueillis par Patrick Borel-Mukendi et Eric Gomlopo. Bon, ce matin, j'ai lu sur le site du Vieux-Club, ça m'a vraiment fait très mal. J'ai même appelé le président de la Fédération congolaise pour signifier cela. C'est ceci. Quand la CAF a intimidé l'ordre au Mazembe de mettre des cordes devant la porte des vestiaires pour la sécurité. J'ai dit c'est faux. Quand, à mon arrivée, j'étais visité le stade, j'ai trouvé qu'ils sont en train de faire les vestiaires. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Non, on veut mettre un code dans les vestiaires pour éviter tout problème. Le code c'est quoi? Il y a un code d'abord de départ. Après la langue technique, vous allez tous venir. On va ouvrir la porte et ils vont donner leur propre code pour vraiment sécuriser le lieu. J'ai dit c'est une très bonne chose. Je vous assure, j'ai fait toute l'Afrique, sauf 5 pays. Je n'ai jamais vu ça. Dieu merci, on a fait des matchs sans problème. J'ai dit sans problème. Zéro incident. Vraiment, de grâce, éviter de tels comportements. La preuve, la CAF m'a félicité le tout-puissant Mazembe pour ce stade. C'est un bijou, ça, c'est un bijou. Mais de grâce, éviter de tels propos. Ça attire la haine, c'est pas bien. Au niveau international, sachez qu'en Égypte, c'est l'ancien maréchal Abdel Fattah al-Sisi qui a remporté le présidentiel avec 90%. Sisi succède ainsi à Mohamed Morsi, chassé au pouvoir en juillet 2013. On va compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signée par Don Momat. Bonsoir. Ouvrons cette revue avec le phare qui avertit à sa une. Kivu, attention à la deuxième mi-temps. Après l'écrasement supposé du M23 et de la Def Nalu, écrit le journal, l'on n'attendait plus que les déclenchements par le FRDC et la MONUSCO des opérations de traque des génocidaires hutus-rwandais regroupés au sein des FDLR. L'opinion nationale, poursuit le quotidien, est terriblement surprise d'apprendre que les éléments de la Def Nalu viennent subitement de retrouver leur puissance de feu pour s'opposer au FRDC, non seulement dans le parc Virunga, mais aussi dans les territoires de Béni. Entre-temps, la société civile de Lubero signale des préparatifs d'une nouvelle guerre de l'Est sous la bannière de la force de protection Hutu au Congo. Tout se passe, déplore le confrère, comme si la RDC était engagée dans un match de football dont la première mi-temps avait pour animateur principal le M23 de mai 2012 à novembre 2013. Au terme d'une pause de 2 mois, le coup d'envoi de la seconde mi-temps semble avoir été donné par l'ADF Nalu aux services spéciaux de bien cerner les contours de la situation pour ne pas se tromper des cibles. Répondant aux accusations des Nations Unies sur des expulsions massives des RD congolais, Brazzaville ment, estime Forum de Zas. Les confrères met en doute la déclaration du porte-parole du gouvernement du Congo d'en face, selon laquelle il n'y aura pas d'enquête au Congo-Brazza car il n'y a eu aucune violation des droits de l'homme dans les refoulements des RD congolais. Qui peut donc accorder du crédit aux propos d'un gouvernement comme celui de Denis Sassou Nguesso, s'interroge le journal, quand on a en mémoire l'affaire Pierre Ango ou celle des disparus du beach de Brazzaville. Le point saillant revient sur le calendrier électoral publié par la CENI et rapporte que l'édit calendrier est boudé par l'opposition qui voit en cette publication une manœuvre du président de la CENI de prolonger les mandats de l'actuel président de la République. L'abbé Malou Malou rassure cependant, citant le président de la CENI, la référence plus note que notre ambition est d'organiser non pas une élection, mais l'ensemble des élections.
Les élections urbaines, municipales, locales ne concurrencent en rien les élections de 2016. La CENI va tout de même lancer dès le mois de juin, selon l'Observateur, une vaste campagne d'information et de dialogue avec les forces vives de la République dans le souci de bien expliquer les processus électoraux avec en filigrane les calendriers électoraux. Terminons cette revue avec la prospérité qui souligne à sa une UDPS. Albert Moleka s'incline devant Tshisekedi. L'ancien DIRCAB du Sphinx de Limité a pris acte de sa destitution de ses fonctions pour se conformer, écrit-il, au prescrit de la décision du leader Maximo. Fin de cette revue de presse. Pour la fête du ballon rond au Brésil, c'est-à-dire la Coupe du Monde 2014, les organisateurs pensent obtenir l'attention de près de 3,2 milliards de personnes à travers la planète. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.